Ma fille de 3 ans avait 40 degrés Celsius de fièvre. J'ai supplié mon mari de venir à l'hôpital, mais il était à la fête d'anniversaire de sa maîtresse et avait éteint son téléphone. 8 heures plus tard, quand il a enfin franchi la porte de l'hôpital, le médecin l'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est trop tard ». Compte nu, le front de ma fille, à la seconde où je l'ai touché, m'a brûlé la paume, et j'ai su que ce n'était pas un simple rhume. Il était 2 heures du matin, et notre maison de la banlieue de l'Ohio était plongée dans un silence de mort, rompu seulement par sa respiration saccadée et sifflante. Écoutez-moi bien, je suis assistante administrative à plein temps, payée à l'heure, et je ne suis pas du genre à surréagir. J'ai géré seule les jours de maladie, les heures supplémentaires de dernière minute, et toutes les petites crises domestiques pendant des années. Mais 40 degrés Celsius chez une enfant de 3 ans, ça change tout, et très vite. J'ai attrapé notre vieux thermomètre sur la table de chevet, mes mains tremblaient déjà terriblement. L'écran numérique a immédiatement clignoté en rouge vif, confirmant le chiffre que je redoutais. 40,1. Lila avait les yeux mi-clos, son petit corps était inerte contre ses draps à licorne. Elle ne voulait pas boire d'eau, ne répondait pas quand je murmurais son nom, et continuait juste à halter comme si elle ne parvenait pas à prendre assez d'air. Je n'ai pas perdu une seule seconde, attrapant son siège auto, mon portefeuille, et notre carte d'assurance sur le comptoir de la cuisine. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Nous sommes des Américains de la classe moyenne, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous avons un prêt immobilier à taux fixe pour cette maison de 3 chambres, une facture mensuelle de garderie qui engloutit un tiers de mon salaire, et une pile de reçus pour notre participation aux frais médicaux que je ne prends jamais le temps de classer. Mon mari, c'est Ethan Clark, un représentant commercial local qui travaille avec des horaires flexibles, ou du moins, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Nous n'avons pas d'argent à flamber, ni de drame dans notre vie. Nous avons des factures, des soirées de fatigue, et un mariage qui s'éteint doucement dans le silence depuis 2 ans. Je n'avais juste jamais réalisé à quel point il s'était dégradé avant cette nuit-là. J'ai porté Lila jusqu'à notre monospace, pieds nus, sentant l'herbe froide et humide d'octobre sous mes orteils. La rue était déserte, toutes les maisons du quartier étaient sombres. Chaque famille de ce pâté de maisons vit selon la même routine, travail, école, prêt immobilier, dodo. Personne ne veille tard, personne ne cause de problème. C'est pourquoi tout cela semble si surréaliste. Les malheurs ne sont pas censés frapper les foyers de banlieue tranquilles comme le nôtre. J'ai attaché Lila dans son siège, je l'ai couverte avec ma couverture en polaire la plus épaisse, et j'ai sorti mon téléphone pour envoyer un premier message à Ethan. Je ne voulais pas l'affoler, pas au début. J'ai tapé lentement, mes mains tremblaient si fort que je me suis trompée sur 3 mots. Lila a 40 de fièvre. Je l'emmène aux urgences de Merci. S'il te plaît, rejoins-moi là-bas dès que possible. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu que la petite confirmation de lecture apparaisse. Elle n'est jamais venue. Pas de réponse, pas d'appel, rien. Je l'ai appelée ensuite, pressant le téléphone contre mon oreille tout en sortant de l'allée. La ligne a sonné 4 fois avant de basculer directement sur la messagerie vocale. Le message générique enregistré d'Ethan a résonné à mon oreille, calme et décontracté, comme s'il n'avait pas d'enfant malade à la maison. Salut, vous êtes bien chez Ethan. Laissez un message, je vous rappelle bientôt. J'ai raccroché et j'ai rappelé, encore, et encore, et encore. Le temps que j'arrive sur l'autoroute en direction de l'hôpital, j'avais composé son numéro 7 fois. Chaque appel est tombé directement sur la messagerie vocale. C'est à ce moment-là que la première vague d'angoisse glaciale s'est installée dans ma poitrine. Ethan n'éteint jamais son téléphone. Ni pour dormir, ni pour le travail, ni pour quoi que ce soit. Il est toujours disponible pour ses clients, vérifie toujours ses messages, est toujours joignable. C'est la seule chose dont il s'est toujours vanté, la fiabilité de son téléphone pour les affaires. Sauf quand sa fille était en train de mourir. J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, les yeux brûlants de larmes que je refusais de laisser couler. Lila gémissait sur la banquette arrière, un petit son brisé qui me fendait le cœur chaque fois qu'elle le faisait. Je continuais à lui parler doucement, essayant de la garder éveillée. Reste avec moi, mon bébé.
Juste un peu plus longtemps. On est presque à l'hôpital. Maman est juste là. Sa petite main s'est enroulée faiblement autour de mon doigt à travers l'ouverture du siège auto, et je me suis juré que je ne la laisserais jamais traverser ça toute seule. Le parking des urgences de l'hôpital Merci était à moitié plein quand je suis arrivée. Les néons au-dessus de moi étaient crus et blancs, aveuglant après l'obscurité de l'autoroute. Je me suis garée n'importe comment, sans prendre la peine de m'aligner, et j'ai détaché Lila aussi vite que j'ai pu. Une infirmière de nuit nommée April Cox m'a accueillie aux portes automatiques avant même que je puisse entrer. April a immédiatement vu le visage rougi de Lila et sa respiration superficielle. Elle n'a pas perdu de temps à poser des questions inutiles. Elle a attrapé un moniteur de signes vitaux portable, m'a guidé directement vers une salle d'examen prioritaire, et m'a fait allonger Lila sur la table d'examen froide, recouverte de papier. La pièce sentait l'antiseptique et l'air froid, stérile et terrifiante. C'est le genre de pièce qui vous fait savoir que quelque chose ne va vraiment pas. Sa fièvre monte en flèche, c'est dangereusement élevé, a dit April, sa voix stable mais tendue. Nous faisons des analyses de sang, pour vérifier une infection virale et une inflammation. Les fièvres aussi fortes chez les tout-petits peuvent s'aggraver très vite. Où est votre conjoint? J'ai ouvert la bouche pour répondre, et ma gorge m'a brûlé. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas où était mon mari. Je ne savais pas pourquoi il ne répondait pas à son téléphone pendant que notre fille de 3 ans luttait pour respirer. J'ai ressorti mon téléphone, les mains engourdies, et je lui ai envoyé un message plus long, désespéré. Ethan, Lila est aux urgences. Sa fièvre ne baisse pas. J'ai besoin de toi ici, tout de suite. Ce n'est pas une blague. S'il te plaît, viens. Toujours aucune réponse. La confirmation de lecture restait vide. J'ai appelé une fois de plus, et cette fois, la ligne n'a même pas sonné. Elle est tombée dans le vide instantanément. C'est là que j'ai su, avec certitude. Il avait éteint son téléphone. Complètement. Pas en mode veille, pas en mode ne pas déranger. Éteint. Je me suis assise sur la chaise en plastique dur de la salle d'examen, mes genoux flageolants sous moi. J'avais passé des années à trouver des excuses à Ethan. Je m'étais dit qu'il travaillait de longues heures pour couvrir notre prêt, les frais de garderie, nos factures mensuelles. J'avais ignoré les nuits tardives, les excuses vagues, la façon dont il avait lentement cessé de demander comment s'était passée la journée de Lila, cessé de la coucher le soir, cessé de s'asseoir avec moi sur le canapé après qu'elle se soit endormie. Le mois dernier, il m'avait dit qu'il avait un séminaire de vente obligatoire le week-end, à 1 heure de la ville. Je lui avais préparé son sac, je l'avais embrassé pour lui dire au revoir, et je l'avais regardé partir sans y penser à 2 fois. 2 semaines avant ça, il avait manqué la fête d'automne de l'école de Lila, prétextant une urgence client. J'avais souri et dit à Lila que papa travaillait dur pour nous, même quand son petit visage s'était décomposé. J'avais enterré chaque petit signal d'alarme parce que je voulais que notre vie de classe moyenne, calme et stable, soit réelle. Je ne voulais pas affronter le fait que mon mariage n'était qu'un joli mensonge que j'entretenais toute seule. April est revenu dans la pièce quelques minutes plus tard avec un pédiatre, le docteur Roger Grant. Le docteur Grant a parcouru le tableau des signes vitaux initiaux de Lila, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque seconde. Il a vérifié son taux d'oxygène, a écouté ses poumons, a pressé un stéthoscope froid sur sa petite poitrine. Sa fréquence respiratoire est considérablement élevée, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux. Nous commençons immédiatement une perfusion de fluides et de médicaments pour faire baisser la fièvre. Nous devons la surveiller de près pendant les prochaines heures. Les fièvres de haut grade chez les tout-petits peuvent entraîner des convulsions, une déshydratation, voire une insuffisance respiratoire si elles ne se stabilisent pas. Votre mari est-il en route? J'ai hoché la tête, même si je n'avais aucune idée si c'était vrai. Je ne pouvais pas supporter de dire à voix haute que son père était introuvable alors qu'elle était malade. Il arrive. Il a juste été retenu par un imprévu au travail de dernière minute. Il sera bientôt là. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue. J'ai ouvert les réseaux sociaux d'Ethan sur mon téléphone, une chose que je ne fais plus jamais.
J'ai arrêté de parcourir ses comptes il y a un an, fatigué de voir des publications de travail génériques et des photos de famille vides qu'il ne postait que pour ses collègues. Mais cette nuit-là, j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir où il était, pourquoi son téléphone était éteint, pourquoi il nous abandonnait au moment où nous avions le plus besoin de lui. Sa page avait été mise à jour 90 minutes plus tôt. Une photo de groupe floue, prise dans un bar chic et faiblement éclairé du centre-ville. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus des tables, il y avait des cupcakes d'anniversaire décorés sur le comptoir, et une foule de gens riaient en arrière-plan. La légende était courte et décontractée, super soirée pour célébrer quelqu'un de spécial. Reconnaissant pour les bonnes personnes. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Je savais exactement ce que c'était. Ce n'était pas un séminaire de travail. Ce n'était pas un dîner avec un client. C'était une fête d'anniversaire. Une célébration. Pendant que mon bébé brûlait de fièvre dans une salle d'examen d'hôpital, mon mari faisait la fête, buvait, riait, et éteignait son téléphone pour que rien ne vienne gâcher sa soirée. J'ai zoomé sur la photo, mes doigts tremblaient si fort que l'écran devenait flou. Je ne reconnaissais pas la plupart des gens, mais je l'ai vue, elle. Une femme que je n'avais jamais rencontrée, avec de longs cheveux blonds et un collier en argent, souriant de toutes ses dents juste à côté d'Ethan. Sa tête était penchée vers lui, son épaule frôlant son bras. C'était intime, désinvolte, le genre de proximité que seules les personnes qui se fréquentent partagent. La section des commentaires a tout confirmé. Plusieurs personnes souhaitaient un joyeux anniversaire à la femme mystérieuse. Joyeux anniversaire, Zoé. Meilleure soirée de tous les temps. Zoé Barnes. C'était son nom. Une inconnue qui fêtait son anniversaire avec mon mari pendant que notre fille se battait pour sa vie. Je suis restée assise là, dans la salle d'hôpital stérile, à regarder la petite poitrine de Lila se soulever et s'abaisser en halètement tremblant, et tous les griefs inexprimés des 2 dernières années se sont abattus sur moi d'un seul coup. Les dîners manqués, les week-ends en famille annulés, les nuits où il rentrait sentant un parfum cher qui n'était pas le mien, les nouvelles dépenses soudaines sur ces relevés bancaires que j'avais balayés comme des frais professionnels. Rien de tout cela n'était aléatoire. Rien de tout cela n'était lié au travail. Tout était pour elle. Le docteur Grant est revenu pour vérifier la perfusion de Lila, sa voix douce mais ferme. Les médicaments ne font pas baisser la fièvre assez vite. Nous la transférons en observation. Nous avons besoin d'une présence parentale constante ici cette nuit. Madame, j'ai besoin que vous me confirmiez l'heure d'arrivée de votre mari. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, mes messages non lus, la photo de la fête d'anniversaire toujours ouverte. J'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi. 8 heures. Je n'avais aucune idée à ce moment-là que cela s'étirerait en 8 heures interminables et tortueuses d'attente, d'observation, et de prière pour un miracle qui ne viendrait jamais. Je n'avais aucune idée que lorsqu'Ethan franchirait enfin les portes de cet hôpital, tout ce que j'aimais aurait déjà disparu. Si vous avez la poitrine serrée rien qu'en écoutant cette histoire, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous. Pardonneriez-vous un jour une excuse de « téléphone éteint » après un tel niveau d'abandon? Restez ici, car les couches les plus sombres de cette trahison silencieuse sont encore à venir. L'aile d'observation de l'hôpital bourdonnait d'un bruit de fond calme et incessant. Des moniteurs bipaient dans le couloir, les baskets des infirmières crissaient sur le carrelage, et un bébé pleurait au loin. Il était 3h30 du matin, et je n'avais pas bougé de la chaise en plastique à côté du lit d'hôpital de Lila depuis 40 minutes. Mon corps était engourdi, comme si j'étais sortie de moi-même et que j'observais cette terrible nuit arriver à la famille de quelqu'un d'autre. Reste avec moi, reste ancré, je n'arrêtais pas de me murmurer. J'avais encore une petite étincelle d'espoir stupide et obstinée nichée dans ma poitrine. Je pensais que peut-être Ethan était juste ivre, que peut-être son téléphone s'était éteint accidentellement, que peut-être il sauterait dans sa voiture d'une seconde à l'autre et foncerait à l'hôpital. J'avais passé une demi-décennie à construire ma vie autour de lui, alors pardonner semblait plus facile que d'accepter la vérité. Laissez-moi le dire clairement, l'amour vous fait vous accrocher à des choses brisées bien après qu'elles aient cessé de s'accrocher à vous. Le petit corps de Lila était maintenant relié à 3 machines différentes. Une perfusion serpentait dans son petit bras potelé,
pompant des fluides et un antipyrétique directement dans son système. Un oxymètre de peau attaché à son orteil suivait son taux d'oxygène, et un moniteur de température en continu était pressé contre son front, se mettant à jour toutes les 60 secondes. Les chiffres bougeaient à peine. Sa fièvre stagnait juste au-dessus de 39,5, refusant de baisser, refusant de laisser son corps se reposer. April passait toutes les 10 minutes pour vérifier les lectures. Elle n'a plus insisté à propos d'Ethan après cette première question. Elle avait vu la façon dont je fixais mon téléphone à l'écran noir, la façon dont mes épaules restaient contractées par le stress. Elle savait. N'importe quelle infirmière qui a travaillé de nuit aux urgences assez longtemps peut repérer une conjointe abandonnée en 2 secondes. Elle avait déjà vu des hommes sécher des visites à l'hôpital, vu des familles s'effondrer dans ces pièces stériles, vu la trahison silencieuse tuer des gens plus lentement que n'importe quel virus. Je suis restée là, à faire défiler la page des réseaux sociaux de Zoé Barnes, mon pouce bougeant en pilote automatique. Je me disais que je cherchais une preuve, une erreur, n'importe quelle raison de croire que ce n'était pas ce que ça semblait être. Mais chaque publication était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. La page de Zoé était pleine de petits indices subtils que je n'avais jamais remarqués de la part d'Ethan. Des photos floues des mains d'un homme tenant sa tasse de café, la même alliance en argent qu'Ethan portait brillant à son doigt. Des photos de coucher de soleil prises depuis le parking du Belvédère où Ethan disait toujours qu'il prenait des appels professionnels. Un sweat à capuche drapé sur sa chaise de bureau, exactement la même marque grise qu'il avait achetée il y a 2 Noëls. Voici la chose qui m'a le plus brisé, ce n'était pas une nouvelle aventure. C'était des mois, peut-être des années de tromperie lente et régulière. Toutes ces nuits où il disait faire des heures supplémentaires au bureau. Il était avec elle. Toutes ces rencontres clients du week-end qui se prolongeaient tard dans la soirée. Des anniversaires, des dîners, des soirées tranquilles dans son appartement. J'étais ici à budgétiser chaque dollar, à sauter mes propres pauses déjeuner pour couvrir les fournitures de l'école de Lila, à plier son linge et à nettoyer sa maison pendant qu'il se construisait une deuxième vie juste sous mon nez. J'ai ouvert notre application bancaire sur mon téléphone, ma vision se brouillant de larmes non versées. J'avais évité de vérifier notre compte commun pendant des mois parce que je détestais voir le peu qu'il nous restait après les factures. La vie de classe moyenne dans l'Ohio ne laisse pas beaucoup de place aux extras. Prêt immobilier, paiement de la voiture, participation aux frais de garderie, facture d'énergie, les courses occasionnelles nous vivions d'un salaire à l'autre, comme 90% des familles de notre banlieue. Ou du moins, c'est ce que je pensais. L'historique des transactions m'a fait tomber l'estomac. Des retraits de 100 $ chaque vendredi soir depuis 6 mois. Des virements Venmo aléatoires à un nom que je n'avais jamais vu auparavant, assez petit pour passer inaperçu, mais assez gros pour s'additionner à des milliers de dollars. Des dépenses dans des restaurants chics du centre-ville où nous n'avions jamais mangé, des boutiques de vêtements, un spa de luxe en ville. Rien de tout cela n'était des frais professionnels. Rien de tout cela n'était des dépenses familiales. Tout était pour elle. J'avais économisé et rogné sur tout pour payer la prochaine facture du pédiatre de Lila, reportant mon propre détartrage dentaire parce que nous ne pouvions pas nous permettre la participation, pendant qu'Ethan vidait notre épargne commune pour gâter sa maîtresse. Notre épargne, que nous étions censés utiliser pour le futur fonds universitaire de Lila, pour les réparations de la maison, pour les urgences. Chaque sacrifice financier que j'avais fait seul avait financé sa liaison secrète. Un bip doux du moniteur m'a sorti de ma spirale. Le niveau d'oxygène de Lila a chuté pendant une fraction de seconde, et tout son corps a été secoué d'un petit frisson violent. J'ai bondi en avant, saisissant sa petite main froide, pressant mon front contre le sien. Sa peau était toujours brûlante, toujours trop chaude, et sa respiration était toujours superficielle et laborieuse. « Je suis là, ma puce », ai-je murmuré, ma voix se brisant pour la première fois de la nuit. « Maman ne te quitte pas. Jamais. » Le docteur Grant est entré une minute plus tard avec une copie imprimée des résultats de ses analyses de sang. Son visage était sombre, plus de neutralité calme et professionnelle comme plus tôt. Il a tiré une chaise à côté de moi, s'asseyant lentement comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je savais avant même qu'il ne parle que les nouvelles étaient mauvaises.
On apprend à lire le langage corporel en situation de crise, après des années à gérer seul toutes les choses difficiles. Les analyses de sang confirment une infection virale sévère, a-t-il dit doucement. Elle attaque agressivement son système respiratoire. Nous avons augmenté la dose de la perfusion et commencé une thérapie par couverture réfrigérante pour faire baisser la fièvre manuellement. Nous faisons tout ce que nous pouvons médicalement, mais son corps lutte intensément. Les tout-petits n'ont pas la force immunitaire des adultes. Chaque heure sans soutien parental constant la met à un risque plus élevé de complications. Il a fait une pause, jetant un coup d'œil à mon téléphone silencieux sur la table de chevet. Madame, je dois être transparent avec vous. La septicémie pédiatrique est un risque très réel ici. Si sa fièvre ne baisse pas dans les prochaines heures, ses organes pourraient commencer à défaillir. Nous avons besoin des 2 parents présents pour les mises à jour de consentement, pour les décisions de soins critiques. Où est votre mari? Je ne pouvais plus mentir. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche, âpre, douloureux et définitif. Je ne sais pas où il est. Il a éteint son téléphone. Il ne viendra pas. L'expression du docteur Grant s'est adoucie, n'étant plus clinique. Il a hoché la tête une fois, lentement, avec compréhension, comme s'il avait entendu cette histoire bien trop souvent. Il n'a pas insisté pour avoir des détails, n'a pas posé de questions sur le pourquoi, il s'est juste levé et a ajusté doucement la couverture de lilas. Je vais déroger à l'exigence de consentement biparental pour les soins d'urgence, a-t-il dit. Vous avez pleine autorité légale pour prendre toutes les décisions médicales pour votre fille. Nous n'allons pas retarder le traitement en l'attendant. Mais je dois vous demander de vous préparer. Ce sera un combat long et brutal pour elle. Après son départ, le silence de la pièce s'est abattu sur moi plus fort qu'auparavant. 4 heures du matin. 4 heures depuis que j'avais envoyé le premier message à Ethan. 4 heures où mon bébé se battait pour respirer, 4 heures où j'étais assise seule dans une chambre d'hôpital, 4 heures où il célébrait l'anniversaire d'une autre femme sans une seule pensée pour son enfant. J'ai essayé son téléphone une dernière fois, par pur réflexe. La ligne était toujours morte. Pas de sonnerie, pas de message vocal, rien. Il avait fait son choix il y a des heures. Il avait choisi la fête de Zoé, ses rires, sa célébration d'anniversaire, plutôt que la vie de notre fille. Il n'y avait pas d'accident, pas d'erreur, pas d'excuse. C'était intentionnel. Froid. Calculé. J'ai ouvert le groupe Facebook privé de notre quartier sur mon téléphone, une page pour les parents et résidents locaux que je consulte rarement. Les ragots de petites villes de banlieue se propagent plus vite qu'un feu de forêt, même dans notre quartier calme et poli. Les gens vous sourient à l'épicerie, vous font un signe de la main quand vous sortez de votre allée, puis parlent de vous dans votre dos une fois la nuit tombée. Une publication récente d'un « check-in » dans un bar local m'a glacé. Une photo de groupe, horodatée 3 heures plus tôt, prise dans le salon du centre-ville où se déroulait la fête d'Ethan. Il était là, au premier plan, souriant avec un verre à la main, son bras nonchalamment passé sur les épaules de Zoé Barnes. Ils avaient l'air heureux. Détendus. Insouciants. Complètement inconscients que notre monde s'effondrait à 10 kilomètres de là, à l'hôpital Merci. L'une des personnes qui avait commenté était une femme de notre quartier, Tammy Lynn, une mère au foyer avec qui j'avais discuté des dizaines de fois à la sortie de l'école. Son commentaire était court et sarcastique, caché dans un fil que j'ai failli manquer. Je ne savais pas qu'Ethan Clark avait une nouvelle petite amie. La pauvre femme a toujours l'air si seule aux événements de la communauté. Ma poitrine s'est serrée si fort que je pouvais à peine respirer. Tout le quartier était au courant. Des gens à qui je faisais un signe de la main, avec qui j'échangeais des banalités, à qui je confiais la sécurité de mon enfant lors des événements scolaires, ils savaient tous que mon mari me trompait. Ils m'avaient vu arriver seule à chaque soirée familiale, chaque fonction scolaire, chaque barbecue de quartier, et ils avaient chuchoté à mon sujet dans mon dos. Ils m'avaient prise en pitié pendant des mois alors que je restais complètement inconsciente, coincée dans ma bulle de normalité forcée. J'avais passé tellement de temps à prioriser la réputation de notre famille, à garder nos problèmes secrets, à éviter les conflits pour préserver notre vie parfaite de banlieue. Je ne m'étais jamais plainte des absences d'Ethan à qui que ce soit, je ne m'étais jamais épanchée auprès d'amis, je n'avais jamais demandé d'aide.
J'avais porté chaque fardeau seul pour protéger notre fausse image de famille heureuse, et tout le monde m'avait simplement regardé souffrir en silence. L'horloge a dépassé 5 heures du matin. Le ciel à l'extérieur des fenêtres de l'hôpital est devenu gris pâle, une faible lumière se glissant sur les toits de l'Ohio. La nuit se terminait, mais l'état de Lila ne s'améliorait pas. Sa fièvre restait obstinément à 39,4, sa respiration toujours superficielle et tendue. Les moniteurs continuaient leur bip régulier et anxieux, décomptant chaque minute qui passait. J'étais éveillée depuis plus de 24 heures à ce moment-là. Mes yeux me brûlaient, mon dos me faisait mal, mes pieds étaient toujours nus et froids depuis que j'étais sortie en courant de la maison des heures plus tôt. Je n'avais rien mangé, rien bu, pas bougé d'un centimètre du côté de Lila. Tout ce que je pouvais faire, c'était fixer son petit visage, prier pour que sa fièvre baisse, et attendre un mari dont je savais au fond de moi qu'il n'arriverait jamais à temps. 5 heures écoulées. 3 heures restantes. 3 heures de plus à regarder ma fille s'éteindre, 3 heures de plus assise avec la vérité brutale que l'homme pour qui j'avais construit toute ma vie d'adulte n'aimait pas assez notre famille pour la sauver. Et pourtant, je n'avais aucune idée à quel point les 3 prochaines heures seraient pires, ni à quel point cette nuit briserait de manière permanente chaque partie de moi. 6 heures du matin. Le soleil a franchi la cime des arbres de la banlieue de l'Ohio, déversant une lumière fine et délavée à travers la fenêtre de l'hôpital. C'était le début d'une journée de semaine normale. Les parents allaient bientôt réveiller leurs enfants pour l'école, les navetteurs allaient démarrer leurs moteurs, les cafés allaient allumer leurs enseignes ouvertes. La vie normale avançait sans nous, pendant que j'étais piégée dans un cauchemar qui ne voulait pas finir. 6 heures complètes depuis que j'avais supplié Ethan de venir. 6 heures de silence radio. Mon téléphone n'avait toujours pas vibré avec un seul message, appel ou notification de sa part. L'écran restait noir, un rappel silencieux et cruel de ses priorités. J'avais arrêté de le vérifier chaque minute à ce stade. L'espoir ne s'estompe pas seulement, il se durcit en une douleur sourde et lourde dans vos os. L'état de Lila avait cessé de se stabiliser. Il s'aggravait, rapidement. Sa température est remontée à 39,9 malgré la couverture réfrigérante enroulée autour de son petit corps et les médicaments en perfusion continue. Son taux d'oxygène fluctuait de manière erratique, chutant assez bas plusieurs fois pour que le moniteur émette des bips aigus et urgents qui me faisaient sursauter à chaque fois. Chaque alarme était comme un avertissement que je n'avais pas le pouvoir de corriger. April est arrivé en courant avec un thérapeute respiratoire après une alerte particulièrement effrayante. Ils ont ajusté la canule nasale de Lila, vérifié le débit de sa perfusion et remplacé la couverture réfrigérante par une nouvelle. Leurs mouvements étaient rapides, exercés, tendus, le genre de vitesse réservée aux patients qui sont en train de basculer. Ces marqueurs inflammatoires grimpent en flèche, a dit April doucement, une fois qu'ils ont fini d'ajuster l'équipement. Son corps ne peut pas continuer à combattre ce virus seul. Nous préparons un protocole de soins de niveau supérieur. L'équipe de l'unité de soins intensifs pédiatriques est en attente si elle rechute. J'ai regardé le visage rouge et épuisé de ma fille, et une rage silencieuse et froide a finalement consumé mon engourdissement. Ce n'était plus de la panique. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la colère pure, non filtrée. Ethan était quelque part, en train de décuver d'une nuit de fête, pendant que notre enfant se battait pour chaque bouffée d'air. Il avait choisi la célébration d'anniversaire d'une étrangère plutôt que sa famille, et maintenant Lila payait le prix de son égoïsme. J'ai repensé à chaque promesse vide qu'il avait jamais faite. Je serai toujours là pour toi et Lila. La famille passe avant tout pour moi. Vous êtes tout mon monde. Je m'étais accrochée à ces mots pendant chaque nuit tardive, chaque fête manquée, chaque week-end solitaire. J'avais excusé ses absences, défendu son éthique de travail auprès de mes amis et de ma famille, et réorganisé toute ma vie pour m'adapter à son emploi du temps. Tout cela était un mensonge. Chaque mot. J'ai ouvert le site web du tribunal de la famille de notre comté sur mon téléphone, mes doigts stables pour la première fois de la nuit. Le chagrin vous rend tremblant, mais la colère vous rend aiguisé. Je n'ai pas pleuré en parcourant la page des dépôts de garde d'urgence et des directives sur la pension alimentaire. Je n'ai pas hésité en lisant les règles de l'État pour la division des biens matrimoniaux dans l'Ohio. Pendant des années,
j'avais eu peur de faire des vagues, de briser notre fausse famille parfaite. Cette peur avait disparu. Voici la vérité honnête sur les ruptures de mariage de la classe moyenne dont personne ne parle, ce n'est jamais juste une tromperie. C'est la trahison financière qui vous détruit. Je travaillais 35 heures par semaine dans un poste administratif payé à l'heure, sans congé maladie payé, sans prime, sans flexibilité. Chaque centime que je gagnais allait directement dans les frais du ménage et les soins de Lila. Ethan avait un emploi salarié avec des augmentations annuelles, des primes clients et un compte de dépenses d'entreprise et il m'avait caché chaque centime supplémentaire tout en vidant nos fonds communs. J'ai trouvé un email oublié, enfoui profondément dans ma boîte de réception, un que j'avais ignoré des mois auparavant. C'était une alerte bancaire pour un compte d'épargne personnelle secondaire qu'Ethan avait ouvert à son seul nom, complètement séparé de notre compte ménage partagé. Il y déposait ses primes de travail depuis plus d'1 an, amassant près de 15 000 $ dont je n'avais jamais connu l'existence. De l'argent qui aurait pu couvrir nos factures médicales croissantes, réparer notre système de chauffage défectueux, construire un véritable filet de sécurité pour Lila. Au lieu de ça, il l'avait accumulé pour sa double vie secrète. C'est le rebondissement qu'aucune histoire d'amour ne raconte jamais, le trompeur ne vole pas seulement votre amour. Il vole votre sécurité, votre avenir, la stabilité de votre enfant pour son propre plaisir temporaire. Un léger coup à la porte de la salle d'examen m'a tiré de mes pensées. C'était ma collègue, Zoé non, pas sa maîtresse. Zoé Barnes était le nom de l'autre femme, un détail qui me tordait encore plus l'estomac. C'était mon amie du bureau, Zoé Henderson, qui m'avait envoyé un message des heures plus tôt pour prendre de mes nouvelles quand j'avais manqué notre point du matin. J'avais complètement oublié le travail, tout sauf Lila. Elle avait conduit directement à l'hôpital après ma réponse vague et paniquée à 4 heures du matin. Elle se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte avec un sac en papier contenant des bouteilles d'eau froide et des crackers, les cheveux en désordre, toujours en jogging et en sweat à capuche. Elle n'a pas dit « je suis désolée que ça arrive ». Elle ne m'a pas donné de platitude vide. Elle s'est juste approchée, a posé le sac et m'a serré l'épaule. « J'ai couvert ton service aujourd'hui », a-t-elle dit doucement. J'ai dit à la direction que tu avais une urgence médicale familiale. Pas de questions, pas de points sur ton dossier de présence. J'ai aussi envoyé un message à notre garderie pour leur dire que Lila ne viendrait pas, pour qu'ils ne nous facturent pas les frais d'annulation tardive. Des larmes me sont montées aux yeux, la première émotion douce que j'avais ressentie de toute la nuit. Pendant que mon mari nous abandonnait, mon ami s'est présenté sans hésitation, s'occupant des choses pratiques et ennuyeuses d'adultes pour lesquelles je n'avais pas la bande passante. Pendant qu'Ethan faisait la fête, Zoé protégeait mon travail, mes finances, ma paix. Il me trompe, ai-je dit sans détour, sans préambule, sans honte. J'étais trop fatiguée pour faire semblant. Il est à la fête d'anniversaire d'une femme en ville. Il a éteint son téléphone. Il l'a laissée ici tomber malade toute seule. Le visage de Zoé s'est durci instantanément. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle n'avait pas l'air surprise, comme si elle s'en doutait depuis des mois mais n'avait pas voulu me briser le cœur en le disant à voix haute. Je l'ai vue en mars dernier, a-t-elle dit lentement. J'étais en ville pour prendre à dîner, et il était assis à ce bar sur le toit avec une fille blonde. Il se tenait la main. Je me suis dit que je me trompais, que c'était une cliente, que je ne devais pas semer la zizanie. Je suis tellement désolée de n'avoir rien dit. Cette petite confession tardive a démêlé une autre couche de mon déni soigneusement construit. Tout le monde savait. Ma collègue, mes voisins, des inconnus dans les bars. Tout le monde sauf moi. J'avais été la dernière personne à m'accrocher à un mariage qui était mort bien avant que Lila ne tombe malade. Zoé est restée avec moi pendant 1 heure, assise en silence sur la chaise à côté de moi, me faisant boire de petites gorgées d'eau, regardant Lila avec une douce inquiétude. Elle ne m'a pas poussée à parler, ne m'a pas pressée à me sentir mieux. Elle était juste là avec moi, dans l'horreur silencieuse de tout cela. Avant de partir, elle a sorti de l'argent de son portefeuille, l'a posé sur le comptoir pour les frais de parking de l'hôpital, et m'a dit qu'elle reviendrait après la fin de son service. 7 heures du matin. 7 heures depuis mon premier appel à l'aide.
L'hôpital passait du service de nuit au service de jour, de nouveaux infirmiers et médecins prenaient la relève. Le silence feutré de la nuit s'est estompé pour laisser place aux pas pressés du matin, aux mises à jour des dossiers et aux contrôles de routine. Le monde se réveillait, mais Lila s'éloignait de plus en plus. Le docteur Grant est revenu avec le bilan sanguin complet du matin, son visage grave. Il s'est appuyé contre le mur, sa voix basse et sérieuse, n'essayant plus d'adoucir le coup. Son infection a progressé vers un début de septicémie pédiatrique. Nous avons administré des antibiotiques à large spectre, mais son corps ne répond pas bien. Sa fonction respiratoire décline rapidement. Nous allons l'intuber pour soutenir sa respiration. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Intubation. Ma petite fille de 3 ans, qui détestait même avoir un pansement sur la peau, allait avoir un tube respiratoire dans la gorge. Je l'avais tenue pendant chaque rhume, chaque égratignure, chaque petite maladie de toute sa vie. Je n'avais jamais été capable de la protéger de quelque chose d'aussi grand, d'aussi mortel. Nous devons la transférer en unité de soins intensifs pédiatriques immédiatement, a poursuivi le docteur Grant. Ses signes vitaux sont instables, et chaque heure qui passe sans présence parentale constante aggrave son pronostic. Madame, je dois vous redemander, votre mari a-t-il pris contact, ne serait-ce qu'une fois? J'ai secoué la tête, ma gorge serrée et à vif. Rien. Zéro contact. Il a hoché la tête, son expression lourde de pitié. Je vais accélérer l'ordonnance de soins d'urgence. Nous n'avons pas besoin de son consentement pour un traitement vital. Mais je dois vous demander de vous préparer. La prochaine heure est critique. Si son système ne répond pas à l'intubation et aux antibiotiques, l'issue sera fatale. Ils ont poussé le lit de Lila dans le couloir vers les soins intensifs, et j'ai marché juste à côté d'elle, agrippant sa petite main à travers les barreaux. Les lumières vives de l'hôpital du matin se brouillaient à travers mes larmes. Je continuais à lui parler, même si elle ne pouvait pas répondre, même si ses yeux étaient fermés et son corps inerte. Je suis là, ma Lila. Je ne te quitte pas. Bats-toi pour moi, mon bébé. S'il te plaît, bats-toi. Alors que nous tournions au coin de l'entrée de l'unité de soins intensifs, mon téléphone a vibré pour la première fois en 7 heures. Une seule notification. Un message d'Ethan. Il était court, négligent, complètement inconscient de l'enfer que nous avions vécu toute la nuit. Désolé chérie, plus de batterie. J'arrive à l'hôpital maintenant. Je suis là dans 10 minutes. 7 heures de silence, 7 heures où ma fille se battait pour sa vie, 7 heures où j'étais seule et terrifiée et sa seule explication était un téléphone déchargé. Pas d'excuses, pas d'urgence, pas de peur. Juste une mise à jour désinvolte, comme s'il était en retard pour faire les courses. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma vision se brouille, jusqu'à ce que les portes de l'unité de soins intensifs se referment derrière nous. 10 minutes. Après 8 heures d'attente au total, il arrivait enfin. Mais je savais déjà, au plus profond de moi, qu'il était bien trop tard. L'unité de soins intensifs pédiatriques sentait l'air stérile et le désespoir silencieux. C'est un type d'aile d'hôpital différent. Pas de bavardage bruyant, pas de télévision dans la salle d'attente, pas de visiteurs distraits. Chaque son est net et intentionnel, les clics du ventilateur, les bips du moniteur, les pas feutrés, les murmures bas des infirmières mettant à jour les dossiers. Chaque famille ici attend un miracle, et la plupart d'entre nous savent que nous pourrions ne pas l'obtenir. Je suis restée figée à côté du lit de Lila, mon pouce caressant toujours le dos de sa petite main froide. Le ventilateur respirait pour elle maintenant, des pompes mécaniques régulières envoyant de l'air dans ses poumons lorsque son corps ne pouvait plus le faire. L'avoir intubée a brisé quelque chose de silencieux en moi. Ma petite fille vive et rieuse, qui courait en rond dans le salon, qui chantait des comptines faux en coloriant, était complètement immobile. Inconsciente. Piégée dans un corps qui la lâchait rapidement. Je repassais sans cesse le message d'Ethan dans ma tête. Désolé chérie, plus de batterie. J'arrive maintenant. C'était si désinvolte, si vide de culpabilité ou de panique, comme s'il avait manqué une réservation au restaurant au lieu de l'urgence médicale critique de sa fille. Une batterie morte n'était pas un accident. Je le savais maintenant.
Il l'avait éteint intentionnellement pour m'ignorer, pour que sa parfaite soirée d'anniversaire insouciante ne soit pas interrompue. Il avait mis toute notre vie en sourdine pour quelques heures de plus de plaisir avec Zoé. J'ai regardé les chiffres du moniteur de l'USIP monter et descendre, chaque fluctuation étant un petit coup de poing dans l'estomac. Sa fièvre refusait de baisser, oscillant juste au-dessus de 39,5 degrés malgré toutes les interventions médicales qu'ils administraient. La septicémie se propageait plus vite que les antibiotiques ne pouvaient la combattre, s'insinuant dans sa circulation sanguine et usant chaque organe vital. L'infirmière de jour de l'USIP, Amy Porter, vérifiait ses lignes toutes les 2 minutes, son visage tendu par le stress professionnel. Nous administrons des antibiotiques de 2e ligne, expliqua-t-elle doucement, n'attendant pas de réponse, juste pour me tenir informé. Ses signes vitaux sont instables. Nous faisons tout ce qui est médicalement possible, mais son corps ne répond pas de manière appropriée. La septicémie pédiatrique évolue extrêmement vite. Les 30 prochaines minutes définiront son pronostic. 30 minutes. Je me suis rassise sur l'étroite chaise visiteur, mes jambes lâchant enfin après 8 heures à rester debout, à faire les 100 pas, à paniquer. Je n'avais pas vraiment pleuré de toute la nuit, pas même quand j'ai su qu'Ethan me trompait, pas même quand ils ont emmené mon bébé en soins intensifs. Mais maintenant, en la regardant connectée à des machines, incapable de se battre seule, des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Je n'ai pas sangloté. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis juste restée assise là et j'ai laissé le poids de chaque année de solitude s'abattre sur moi. Laissez-moi revenir un peu en arrière et être claire. Ce n'était pas juste une mauvaise nuit. C'étaient des années d'abandon progressif, emballées comme une vie de mariage normale de classe moyenne. Pendant 2 années complètes, Ethan s'était lentement retiré de nous. Il a cessé de venir au rituel du coucher de Lila. Il a cessé de demander comment s'était passée ma semaine de travail. Il a cessé de contribuer aux tâches ménagères, de réparer le robinet de la salle de bain qui fuyait, de tondre la pelouse le week-end. Je faisais tout. Je travaillais mes heures, je m'occupais de Lila, j'entretenais la maison, je payais chaque facture à temps, et je trouvais encore le temps de m'assurer qu'il avait des vêtements propres et des repas chauds. Je le faisais parce que je croyais en la version de la famille que nous nous étions promise. Je pensais que le mariage, c'était être présent même quand c'est ennuyeux, même quand c'est fatigant, même quand on n'en a pas envie. Il s'est avéré que j'étais la seule à être présente. Pendant que j'étais ici à construire une stabilité, il construisait une vie parallèle avec une femme qui ne lui demandait rien, qui ne lui offrait que du plaisir, de la liberté et aucune responsabilité. J'ai de nouveau consulté les détails de son compte d'épargne caché sur mon téléphone, le document que j'avais trouvé enfoui dans mes emails. 15 000 $ mis de côté. De l'argent qu'il avait caché pour s'assurer de pouvoir partir quand il le voudrait, pour gâter sa maîtresse, pour financer ses soirées secrètes. Pendant ce temps, je mettais les participations aux frais pour les médicaments de Lila sur ma carte de crédit personnelle, traînant une dette renouvelable de mois en mois parce que nous ne pouvions pas nous permettre de la rembourser. Nous ne pouvions pas nous le permettre pour notre fille, mais il pouvait se permettre une vie entièrement séparée. Un administrateur de l'hôpital est entré brièvement pour confirmer mes papiers, vérifiant le consentement d'urgence d'un seul parent pour tous les traitements en cours. Elle a mentionné au passage que le nom d'Ethan était inscrit comme contact d'urgence principal sur tous les dossiers médicaux de Lila, un détail qui m'a brûlé la poitrine. Pendant des années, j'avais mis son nom en premier par respect, dans l'espoir qu'il serait à la hauteur quand ça compterait le plus. Maintenant, cela ressemblait à la plus cruelle des blagues. 8 heures du matin. Exactement 8 heures depuis que j'avais envoyé ce premier message désespéré à minuit. 8 heures à supplier, à attendre, à me battre seule. J'ai entendu le bruit de pas précipités dans le couloir devant les portes de l'USIP, fort et irrégulier comparé aux foulées calmes et exercées du personnel. J'ai su que c'était lui avant même qu'il n'entre. Ethan a franchi la porte, débraillé et les yeux embrumés, portant toujours la même chemise à col de la veille. Elle était froissée, sentant légèrement la bière et un parfum de vanille qui n'était pas le mien. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux injectés de sang comme s'il avait bu tard et s'était réveillé de sa cuite dans sa voiture sur le chemin. Il avait l'air épuisé, oui, mais pas dévasté. Pas coupable. Pas terrifié.
Il ressemblait à un type qui s'était réveillé en retard pour une réunion de travail obligatoire. Il a balayé la pièce du regard, s'arrêtant d'abord sur moi, puis sur le corps intubé de Lila dans le lit d'hôpital. Pendant une demi-seconde, une lueur de choc a traversé son visage, mais elle a disparu si vite que je l'ai à peine vue. Il a ouvert la bouche pour parler avant même de s'approcher du lit, prêt avec son excuse répétée. « Chérie, je suis tellement désolée. Mon téléphone est mort complètement hier soir, je n'avais aucun moyen de le charger, je me suis levée et je l'ai coupé net. » Je n'ai pas crié. Ma voix était plate, vide, dépourvue de chaque once d'amour que j'avais jamais eu pour lui. « Ne fais pas ça. Surtout pas. » Il s'est figé au milieu de sa phrase, clairement choqué par mon ton. Il était habitué à ce que je lui pardonne, à ce que je m'adoucisse, à ce que je nettoie ses dégâts et accepte ses excuses paresseuses. Il ne m'avait jamais vue froide. Jamais vue complètement inflexible. J'ai vu les photos, ai-je dit, le regardant droit dans ses yeux coupables. J'ai vu la fête d'anniversaire. Je l'ai vue à côté de toi. Ton téléphone n'est pas mort. Tu l'as éteint. Tu as choisi de la célébrer, elle, plutôt que ta fille mourante. Ne me mens plus. Je n'ai pas l'énergie de faire semblant avec toi. Le visage d'Ethan a instantanément perdu ses couleurs. Sa posture désinvolte et défensive s'est effondrée. Il a bafouillé, cherchant à corriger le récit, à le tordre en quelque chose de moins impardonnable. Ce n'était pas comme ça, d'accord ? C'était juste une réunion de travail, ça a dérapé, je ne savais pas que Lila était si malade, tu as éteint ton téléphone, ai-je répété, plus lentement, plus durement. Tu as éliminé tous les moyens possibles pour moi de te joindre pendant que je conduisais notre enfant malade aux urgences. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu t'en fichais, c'est tout. Avant qu'il ne puisse argumenter davantage, le docteur Grant est entré dans la chambre de l'USIP. Il avait fini d'examiner les nouveaux signes vitaux de Lila, son visage complètement illisible, ne retenant plus les mauvaises nouvelles pour épargner les sentiments des parents. Il est passé directement devant la posture confuse et coupable d'Ethan et s'est tenu devant le lit d'hôpital, vérifiant le moniteur une dernière fois. La pièce est devenue silencieuse. Les seuls sons étaient le bourdonnement régulier du ventilateur et le bip rapide et anxieux du moniteur cardiaque. Ethan s'est tu, ses épaules se contractant comme s'il pouvait déjà sentir le verdict imminent. Le docteur Grant s'est finalement tourné vers lui, son regard acéré, inébranlable, sans pitié pour le père qui avait abandonné son enfant pendant 8 heures critiques. Il n'a pas adouci son ton, n'a pas dilué la vérité pour préserver la fierté d'Ethan. C'est trop tard. Les 3 mots ont flotté dans l'air comme de l'électricité statique, épais, suffocant et irréversible. Le temps s'est arrêté. Les moniteurs ont semblé se taire le temps d'un battement de cœur. J'ai regardé le visage d'Ethan s'effondrer en temps réel, le déni s'évanouissant, l'horreur s'installant enfin après 8 heures d'ignorance égoïste. Le docteur Grant a continué, d'un ton stable et professionnel, livrant la pire nouvelle qu'un parent puisse entendre. Sa septicémie a progressé vers une défaillance multiviscérale. Les 8 heures de retard dans les soins critiques ont éliminé toute fenêtre de récupération que nous avions. Nous avons épuisé toutes les interventions d'urgence. Il n'y a plus rien que nous puissions faire pour la sauver. Ethan a reculé, heurtant le mur derrière lui, ses mains volant à sa bouche. Il a émis un son brisé, haletant, la première véritable émotion qu'il montrait de toute la nuit. Non. Non, ce n'est pas possible. Je viens d'arriver. Elle va bien, elle était juste malade, elle se battait pour sa vie, seule, pendant 8 heures, a dit fermement le docteur Grant, coupant court à son déni. Chaque absence parentale pendant une septicémie pédiatrique critique réduit considérablement les chances de survie. Vous étiez injoignable pendant la fenêtre la plus critique de son traitement. Votre absence lui a coûté toutes les chances qu'elle avait. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, à côté du lit de ma fille, fixant l'homme qui avait détruit toute notre famille avec une nuit de choix égoïstes. Tout le pardon silencieux, toutes les années de sacrifice, tout l'espoir auquel je m'étais accroché pour notre petite famille est mort à cet instant précis, juste à côté de Lila. Ethan a glissé le long du mur jusqu'au sol,
des larmes silencieuses coulant sur son visage, ressentant enfin la terreur et le chagrin que j'avais vécu seule toute la nuit. Mais ces larmes ne signifiaient rien. Son regret était inutile. Ses excuses ne pouvaient pas inverser 8 heures d'obscurité, ne pouvaient pas réparer les dommages irréversibles qu'il avait causés. Alors que l'équipe médicale commençait à réduire lentement les interventions, se préparant à l'inévitable, j'ai sorti mon téléphone une dernière fois. Mes mains étaient stables, mon esprit clair à travers l'engourdissement. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché les formulaires de plainte civile pour homicide involontaire de l'Ohio, prête à entamer le long et brutal processus pour le tenir responsable de chaque chose qu'il avait brisée. Le bourdonnement du ventilateur a ralenti pour devenir un faible drone s'estompant au cours des 10 minutes suivantes. Je suis resté juste à côté du lit de Lila, mes doigts enroulés lâchement autour des siens, plus de larmes à pleurer. Un engourdissement s'était installé au plus profond de mes os, un brouillard froid et vide qui estompait chaque son et chaque mouvement autour de moi. Le chagrin ne crie pas toujours. Parfois, il vous vide simplement complètement, ne laissant qu'un espace creux et silencieux là où se trouvait tout votre monde. L'équipe médicale a travaillé méthodiquement, sans précipitation, sans faux espoir. Ils ont réduit le support ventilatoire étape par étape, surveillant ces signes vitaux défaillants jusqu'à ce que le moniteur cardiaque affiche une ligne plate avec un bip long et continu. Cette unique tonalité s'est gravée dans mon cerveau, nette et sans fin, un son que je savais que j'entendrais dans chaque pièce silencieuse pour le reste de ma vie. Le docteur Grant a posé une couverture douce sur le corps immobile de Lila, couvrant sa petite silhouette avec un soin doux et exercé. Il nous a accordé quelques minutes de silence privé avant de reprendre la parole, sa voix basse et compatissante, dépouillée de tout professionnalisme clinique. Heure du décès, 8h13. Ces quelques mots simples ont tout finalisé. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de seconde chance, pas de nouvelle tentative pour la nuit où Ethan a choisi une fête plutôt que notre enfant. Tous les « et si », toutes les prières désespérées, toutes les négociations silencieuses que j'avais faites avec l'univers se sont évanouies en un instant. Ma fille était partie, et ce n'était pas un accident de maladie aléatoire. C'était un choix. Son choix. Ethan était toujours affalé sur le sol, le dos pressé contre le mur froid de l'hôpital, le visage enfoui dans ses mains. Il avait cessé de faire du bruit, de halter et de supplier. Maintenant, il tremblait juste en silence, tout son corps secoué par un chagrin tardif et inutile. Je ne l'ai pas regardé. Je ne pouvais pas. Chaque centimètre de lui puait l'égoïsme qui a tué mon bébé. Écoutez-moi bien, je ne suis pas une personne cruelle. Je n'ai jamais souhaité de mal à personne, même pendant nos disputes conjugales les plus solitaires. Mais à ce moment-là, en regardant le corps sans vie de ma fille, je n'ai ressenti aucune sympathie pour l'homme qui pleurait sur le sol. Le chagrin est obligatoire pour les parents. Le regret est un choix qu'il a fait bien trop tard pour avoir de l'importance. J'ai agi en pilote automatique après ça. J'ai signé seul les papiers post-mortem de l'hôpital. J'ai confirmé seul les détails de la prise en charge par les pompes funèbres. J'ai répondu à chaque question du personnel infirmier, de l'administrateur de l'hôpital, du coordinateur de deuil sans un seul bégaiement. J'ai fait tout ce qu'un parent en deuil devrait faire pendant qu'Ethan restait figé sur le sol, incapable de fonctionner, incapable d'être présent même dans notre dernier moment de perte. En milieu de matinée, la nouvelle s'était déjà répandue dans notre petit quartier de banlieue. Le chagrin et les ragots des petites villes de l'Ohio voyagent à la même vitesse brutale. Ma collègue Zoé s'est présentée dans le hall de l'hôpital avec une couverture pliée et une bouteille d'eau, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle n'a pas eu besoin de demander ce qui s'était passé. La conversation de groupe du quartier avait déjà explosé de chuchotements et de demi-vérités, les résidents disséquant notre tragédie comme une nouvelle du week-end. Tammy Lynn, la voisine qui avait commenté la liaison d'Ethan des mois auparavant, a posté un long message de condoléances théâtrales sur la page du quartier. Elle parlait de garder ma famille dans ses prières, de l'injustice de la vie, de son incapacité à imaginer notre douleur. Ça m'a rendu malade. Personne n'a dit un mot sur la vérité. Personne n'a dénoncé le choix d'Ethan. Ils voulaient tous pleurer avec moi maintenant, mais ils m'avaient tous regardé souffrir seul pendant des années et n'avaient rien dit. Ethan s'est finalement levé 1 heure plus tard,
les jambes raides, le visage bouffi et rouge. Il a essayé d'attraper ma main, ses mouvements lents et hésitants, comme s'il pensait qu'un simple contact pourrait réparer tout ce qu'il avait brisé. J'ai reculé avant que ses doigts ne puissent effleurer les miens, le mouvement automatique et sans hésitation. « Je suis tellement désolé », a-t-il murmuré, sa voix cassée et rauque. « Je passerai chaque jour à réparer ça. Je ferai n'importe quoi. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. » Je l'ai regardé d'un air vide, sans colère, sans tristesse, même sans ressentiment. Juste une indifférence vide et définitive. Il n'y a rien que tu puisses faire pour réparer ça. Rien. Tu n'obtiens aucune rédemption pour ça. Aucun pardon. Aucune seconde chance. Son visage s'est encore plus décomposé. J'ai merdé. Je sais que j'ai merdé. Je ne réfléchissais pas, tu réfléchissais, les jeux interrompus, ma voix stable et froide. Tu pensais à sa fête d'anniversaire. Tu pensais à ta soirée de congé de la paternité et des responsabilités conjugales. Tu as pensé à toi-même pendant 8 heures d'affilée pendant que notre fille mourait. Ne prétends pas que c'était une erreur. C'était une priorité. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les preuves que j'avais compilées pendant la nuit, les relevés de compte d'épargne cachés, les virements Venmo à Zoé, les photos du bar, les mois de dépenses secrètes qu'il avait cachées à notre famille. Ses yeux ont balayé l'écran, son visage se vidant de la dernière goutte de couleur. J'ai demandé la séparation de corps ce matin, lui ai-je dit platement. J'ai soumis des documents de fraude financière maritale, d'abandon lors d'une urgence médicale, et de mise en danger par négligence à notre tribunal de la famille. Je dépose également une plainte civile pour homicide involontaire. La loi de l'Ohio reconnaît la négligence parentale et la mise en danger imprudente dans les décès pédiatriques. Tu seras tenu légalement responsable. Ethan a reculé, abasourdi. Tu m'attaques en justice ? On vient de perdre notre fille. Comment peux-tu faire ça maintenant ? Parce que tu as ruiné tous les filets de sécurité légaux et financiers que nous avions, ai-je répondu. Tu as volé nos économies, menti sur tes allées et venues, abandonné ton devoir parental, et directement contribué à la mort de Lila. Tu ne t'en sortiras pas avec une conscience tranquille et un nouveau départ avec ta maîtresse. Tu auras les conséquences que tu as méritées. Il a essayé d'argumenter, de plaider la clémence, de prétendre que le chagrin l'avait assez puni. Mais je m'éloignais déjà. Je l'ai laissé debout, seul, dans la chambre vide de l'USIP, à côté du lit d'hôpital vacant de notre fille, entouré par le silence de son échec irréversible. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de réalité froide et bureaucratique. J'ai déménagé de notre maison de banlieue en 3 jours, louant un petit appartement d'une chambre à 10 minutes de l'autre côté de la ville. J'ai laissé chaque photo de famille, chaque meuble, chaque souvenir que nous avions construit ensemble. Je ne supportais pas d'être dans la maison où j'avais élevé Lila seule pendant qu'Ethan menait une double vie. Le prêt immobilier de notre maison conjugale est devenu la seule responsabilité d'Ethan, conformément à l'ordonnance provisoire du tribunal. Le juge a rapidement examiné mes preuves de tromperie financière et d'abandon conjugal, gelant tous les biens communs en attendant le procès de divorce complet. Ces 15 000 $ d'économies cachées ont été réintégrés dans le patrimoine conjugal, redirigés pour couvrir les factures d'hôpital et les frais funéraires de Lila, des dettes que j'avais été seule à devoir payer d'avance. Zoé Barnes, sa maîtresse, a disparu de sa vie quelques jours après que la nouvelle ait éclaté. Elle l'a bloquée sur tous les réseaux sociaux, a supprimé toute trace de leurs photos, et a déménagé subitement de son appartement du centre-ville. Elle n'a assisté à aucune procédure judiciaire, n'a pas présenté de condoléances, n'a pas reconnu la tragédie dont elle avait indirectement fait partie. Sa liaison secrète, amusante et désinvolte, avait des conséquences permanentes qu'elle n'avait aucun intérêt à affronter. L'employeur d'Ethan a appris la négligence et le scandale public. Son poste de représentant commercial reposait fortement sur la confiance des clients et la réputation dans la communauté, 2 choses qui se sont effondrées du jour au lendemain. Il a été rétrogradé à un poste horaire inférieur sans prime, sans horaire flexible, sans commission sur les clients. La communauté de banlieue l'a complètement ostracisé. Aucun voisin ne lui faisait de signe de la main quand il sortait. Aucun commerce local ne l'accueillait.
Il est devenu la honte silencieuse de la ville, isolé et seul avec sa culpabilité. J'ai assisté seul à chaque audience du tribunal. Je me suis assise en face d'Ethan à chaque fois, le regardant se détériorer de semaine en semaine. Il a arrêté de se raser, de bien s'habiller, d'entretenir sa maison. Il a supplié le juge d'avoir pitié, m'a supplié de me réconcilier, a juré qu'il passerait sa vie à se repentir. Mais la décision du tribunal a été claire et inflexible. Le jugement de divorce final l'a dépouillé de tous les privilèges sur les biens matrimoniaux. Il a été condamné à couvrir 100% de toutes les dettes médicales et funéraires restantes. Le juge a statué que ces 8 heures d'indisponibilité intentionnelle constituaient une négligence parentale grave, l'interdisant de manière permanente de tout droit de garde ou de visite future si nous avions un autre enfant. Il n'y avait pas de garde partagée, pas de visite supervisée, pas de seconde chance à la paternité pour lui. Le procès civil pour homicide involontaire n'a pas abouti à une ruine spectaculaire de film. Il n'y a pas eu de dédommagement massif, pas de spectacle d'humiliation publique. La réalité de la justice civile américaine est lente, silencieuse, sans glamour. Le tribunal a statué que sa négligence était un facteur contributif mais pas la seule cause criminelle, il a donc évité la prison. Il a été condamné à verser une restitution annuelle continue au Fonds de santé pédiatrique de l'État pendant 10 ans, un rappel financier permanent de ce qu'il avait fait. Les gens me demandent parfois si je suis satisfaite du résultat. Si la victoire juridique a guéri ma douleur. Ça n'arrive jamais. Les décisions de justice ne ramènent pas les enfants morts. La restitution financière n'efface pas 8 heures d'attente seule dans une chambre d'hôpital. Aucune punition ne pourra jamais équilibrer la balance de ce que j'ai perdu. Je travaille toujours à mon poste d'assistante administrative payée à l'heure. Je paie toujours mes propres factures, j'entretiens ma propre petite maison, je construis ma propre vie tranquille. Je vais sur la tombe de Lila chaque dimanche matin, j'apporte ses fleurs roses préférées, et je m'assois en silence avec elle. Je ne déteste plus Ethan. La haine demande une énergie que je n'ai pas. Je vis juste avec l'espace vide qu'il a laissé derrière lui, un vide permanent dans ma vie qui ne se refermera jamais. Ethan vit toujours dans notre ancienne maison de banlieue. Les voisins l'évitent toujours. Il publie des mises à jour pleines de remords sur les réseaux sociaux toutes les quelques semaines, implorant le pardon, parlant de son regret infini. Il est seul maintenant, tout comme il m'a laissé seul cette nuit-là. Mais sa solitude est un choix. La mienne n'est que la conséquence permanente de son égoïsme. Certaines nuits, je me réveille encore à minuit, l'heure exacte où j'ai envoyé ce premier message désespéré. Je ressens encore la panique glaciale de cette attente de 8 heures dans ma poitrine. J'entends encore le bip de la ligne plate dans l'obscurité silencieuse. La vie continue pour tout le monde. La banlieue reste calme et normale. Les factures continuent d'arriver, le travail continue de s'accumuler, les saisons continuent de changer. Mais pour moi, cette nuit ne se termine jamais vraiment. Certaines pertes ne guérissent pas. Elles deviennent simplement la fondation silencieuse et permanente de qui vous êtes maintenant. C'est la vérité brute et non filtrée derrière les façades de familles de banlieue parfaites dont personne ne parle.